mardi à tous, mesdames, messieurs. C'est la deuxième édition de la revue des grandes unes de la semaine avec la presse, la nouvelle expression qui parle de Covid-Gate. Laurent Esso répond à Ferdinand Gongo, c'est le titre proposé par le journal ce matin. Mais le journal explique que le ministre de la Justice fait savoir au secrétaire général de la présidence de la République qu'il ne dispose d'aucun élément pour engager l'enquête judiciaire contre ceux qui ont plongé la main dans l'argent de la lutte contre le Covid-19. Le honorable Jean-Michel Nietzsche, qui avait été donc le premier député à jeter le pavé dans la mare de la gestion mafieuse des fonds du Covid-19, dénonce donc une manœuvre de diversion du gouvernement. C'est ce qu'on découvre en page 3 ce matin. C'est tout un dossier que je vous invite à lire. Le journal parle également de Fumbolt, du feu au palais de justice. L'acte de vandalisme a vu partir donc en fumée les archives de plus de 60 ans dans la matinée du 3 mai 2021. C'était hier. Et on peut lire la suite également en page 2 du journal ce matin qui parle également de Philippe Nanga. Lui, il est présenté comme étant le défenseur de la presse. Il fait savoir que la presse camerounaise est donc appauvrie, malmenée, dit cet acteur de la société civile, à lire en page 4 ce matin. Le journal parle également des universités d'État. Plus de 500 enseignants recrutés, l'intégralité même de la liste et notamment la répartition par université à découvrir en page 6 du journal, 6 et 10 du journal ce matin. C'est la nouvelle expression de ce jour. Alors le journal Vision économique en kiosque parle de commission des forêts d'Afrique centrale avec les grandes orientations du ministre Jules Dorindongo. Le journal fait savoir qu'au cours d'une session extraordinaire des ministres en charge donc des forêts d'Afrique centrale, et qu'il a d'ailleurs présidé le 15 avril dernier, Jules Dorindongo a attiré l'attention de ses collègues autour des points centraux en rapport avec le développement de cette institution pour la survie de nos forêts et notamment le développement de la sous-région. Tout cela en page 7 du journal ce matin, et on peut lire le dossier aussi. Lire également l'occupation illégale des terrains de la Maxi. Le directeur général Christophe Georges Manon dénonce notamment la mauvaise foi des occupants illégaux et le jeu trouble même des autorités administratives et municipales. C'est en page 5 du journal en kiosque ce matin. Le journal est donc disponible tout comme le journal Émergence qui parle de la région de l'Ouest Cameroun, où on parle du tribunal de Fumbolt qui est également parti en fumée à la suite notamment de ces mouvements d'humeur des populations qui aujourd'hui manifestaient leur mécontentement à la suite de leurs frères décédés dans des circonstances troubles, notamment en prison. On peut lire la suite dans le journal ce matin. Le journal parle également de la journée de la liberté de la presse, hommage aux grandes figures des médias au Cameroun. C'est ce que le journal nous apprend et rappelle aussi un rendez-vous important ce jour, tribunal criminel spécial, mais Bengo attendu justement en ces lieux ce matin. C'est ce que le journal propose aussi ce jour. Mutation parle de Béchi Ben Yamed avec ce que je crois, et c'est écrit en l'envers. Vous verrez, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure avec à partir des commentaires. Le journal fait savoir qu'il y a des témoignages, notamment de Xavier Messier et bien entendu d'autres grandes plumes qui ont travaillé pour cet organe et aussi qui ont connu l'auteur ou le directeur de publication. Donc on parle de Rabi Bindi, Jean-Vincent Tinium et Georges Dougueli qui sont également qui parlent dans ce journal. C'est dans le dossier proposé par le numéro de ce matin de la page 4 à la page 5. Le même journal parle également de Covid-Gate, l'épreuve des preuves. C'est à découvrir ce matin également dans Mutation. Le quotidien Le Jour parle de Banganté avec des conseillers municipaux contre la dynastie Nyat. Le journal fait savoir qu'ils ont boycotté l'élection du maire hier. C'est dans le numéro de ce matin. On parle aussi des maîtres de Fumbolt, la révolte Carman. C'est ce que le journal propose aussi comme titre ce matin. Le journal Tribune d'Afrique qui en kiosque parle de l'inauguration de l'appontement pétrolier. Le port autonome de Douala fait donc sa mue. C'est ce que le journal propose avec quelques éléments de réponse à lire ce matin dans le dossier de la page 5 à la page 7. Je vous invite également à lire l'éditorial de Fosson Dicam. Dans ce numéro, on s'intéresse également à la Journée internationale de la liberté de la presse, le devoir d'inventaire. C'est à découvrir également dans le numéro en kiosque ce jour. Cameroun Tribune parle de recrutement d'enseignants dans les universités. La promesse tient toujours. C'est ce que le journal propose également ce matin en parcourant le tabloïd. On parle de conformément à l'engagement pris en novembre 2018 de recruter 2000 titulaires de doctorat PhD. Le président de la République, Paul Biya, vient donc donner la deuxième phase
phase de l'opération pour le compte de l'année académique 2021-2022. Plus de 500 diplômés retenus. C'est à lire le dossier également complet dans le journal Cameroun Tribune de ce matin, qui a également d'autres informations parlant de consommation avec les bonnes affaires du Ramadan, à lire dans le dossier proposé par le numéro de ce jour, en kiosque également ce matin. Le journal L'économie parle notamment de relance de l'économie post-Covid-19, un troisième financement de la Banque mondiale en faveur du Cameroun. C'est ce que le journal propose aussi. Vous aurez l'occasion de lire tout cela. Et pour comprendre également qu'il y a d'autres possibilités aujourd'hui, avec notamment l'enveloppe dotée d'un montant de plus de 54 milliards de francs CFA qui vise donc entre autres à augmenter la compétitivité du pays. C'est dans le journal, en page 3 du journal L'économie, en kiosque ce matin. Relais d'Afrique s'intéresse à d'autres gestions, en parlant de la gestion du Cameroun avec le fédéralisme version Nukti Chokwago, pour parler notamment de ce qui se passe au niveau de la décentralisation face aux plaintes, donc la gestion harmonieuse des ressources au profit des populations ayant débouché sur la crise anglophone et notamment des limites du mode ou du modèle de décentralisation actuel avec ses conseillers régionaux et notamment les maires des villes. L'industriel camerounais organise notamment bien d'autres rencontres pour améliorer également le fonctionnement de ces institutions dans cette localité, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun. C'est à lire ce matin dans le journal Tribune Relais d'Afrique ce jour. EcoSanté s'intéresse également à l'actualité sanitaire. Je vous invite à faire le tour et être au parfum de l'actualité. Donald Brice-Kamgan est déjà avec nous. Bonjour Donald, bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à Kaminele. Je salue fraternellement ce matin les populations de Bokito qui nous écoutent. Dans le BAM. Voilà. Merci d'être là. Bonjour Kaminele. Flavien Valondongo, bonjour. Bonjour Donald Brice-Kamgan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Moi, je salue fraternellement, confraternellement tous les journalistes qui ont célébré hier, chacun à sa manière, la journée de la liberté de la presse. Mais seulement, moi j'ai l'impression que cette journée et cette commémoration a été un peu tronquée dans la mesure où on a parlé que... On va en parler tout à l'heure, c'est l'un des sujets notamment des débats aujourd'hui, proposé par la presse ce matin. Alors Donald Brice, il y a toujours l'affaire Covid-Gate qui revient avec Laurent Esso qui répond à Ferdinand Ngongo. Le journal fait savoir que le ministre de la Justice dit qu'il n'a pas de preuves pour poursuivre ceux qui ont trempé la main dans la gestion, dans l'argent concernant la gestion du Covid-19 au Cameroun. Oui, deux choses à dire sur cette affaire. La première, c'est une question de procédure. Le 6 avril, me semble-t-il, Ferdinand Ngongo, le secrétaire général de la présidence de la République, a adressé une correspondance au ministre de la Justice, Garde des Sceaux, lui indiquant que le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême incriminait un certain nombre d'auteurs, co-auteurs de malversations financières dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus, et lui demandait, disant répercuter les instructions du chef de l'État, d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre de ces auteurs et co-auteurs de malversations financières. Depuis quelques jours, une correspondance-réponse du ministre de la Justice circule sur la toile et faisant état de ce que il a répondu au secrétaire général de la présidence de la République, lui indiquant qu'il n'a pas joint à sa correspondance du 6 avril les pièces d'investigation de la Chambre des comptes qui aurait dû accompagner cette correspondance. Dans le principe, c'est cela. C'est-à-dire que si on vous accuse, il faut si la justice doit ouvrir une information judiciaire, puisque c'est le cas de le dire contre vous, il faut que ceux qui mènent l'enquête aient les éléments qui permettent justement de vous poursuivre. C'est ce que le ministre de la Justice demande simplement au secrétaire général de la présidence de la République. Il me semble, d'après les informations qui... Alors, qu'on peut dire que les dénonciations de l'honorable Jean-Michel Nitché sont vaines. J'en viens, voilà. Et c'est cela qui est intéressant dans cette affaire. Donc, il y a dans une question, il y a une question de procédure. Le ministre secrétaire général de la présidence ne peut pas ignorer que pour engager cette information judiciaire, il faut les pièces d'investigation. C'est la première chose. Ensuite, d'après certaines sources crédibles,
Le rapport n'est pas encore bouclé. Le rapport final de la Chambre des comptes de la Cour suprême n'est pas encore bouclé. Bon, on ne comprend donc pas très bien pourquoi, sur la base des éléments préliminaires, le secrétaire général, le président de la République demande d'ouvrir une information judiciaire contre les auteurs et co-auteurs. Soit. Mais il faut aussi dire en deuxième ressort que le Code de procédure pénale permet à ce que sur une simple dénonciation, le procureur de la République ouvre une information judiciaire, vous interroge sur des éléments dont vous serez accusé. Donc, si je dis Flavien Vallon-Ndongo est un voleur, vous ne l'êtes pas, messieurs, permettez que je le dise. Alors, le procureur de la République peut me saisir et me dire, est-ce que vous avez des éléments, des documents, des faits qui vous permettent d'étayer ce que vous venez de dire ce matin à la télévision? Eh bien, la loi permet au procureur de le faire. Ça signifie quoi? Cela signifie que depuis que l'honorable Jean-Michel Nitche et d'autres acteurs parlent des passations floues des marchés publics, parlent des surfacturations incroyables de matériel acheté dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus, le procureur aurait pu déjà interpeller l'honorable et lui dire encore qu'il dit avoir des preuves de tout ce qu'il disait. Donc, qui a soutenu documentation sur documentation à l'appui, les déclarations qu'il a fait publier depuis plusieurs mois dans la presse. D'accord. Donc le procureur aurait pu se saisir de cette affaire. Là, c'est pour rappeler, justement, au-delà de ce que nous disons, au-delà de cette procédure, ce que la justice aurait pu faire. La justice dont on parle est coiffée au plan de la chancellerie par le ministre de la Justice dont nous parlons, qui aurait pu donc engager ces poursuites judiciaires sans attendre forcément qu'une instruction vienne ou qu'un audit soit demandé. Alors, à côté du titre de la nouvelle expression ce matin, Camille Nélé, Covid Gate, Laurent Esso répond à Ferdinand Ngongo. Le journal rappelle quand même qu'ailleurs, tous les pays, ou alors parmi les pays qui ont reçu cette aide ou ce soutien dans la lutte contre le Covid-19 du Fonds monétaire international, par exemple, là-bas, à la simple dénonciation d'une malversation financière, la personne est interpellée et sanctionnée. Au Cameroun, ce n'est pas le cas. Oui, mais le Cameroun, ce n'est pas le cas. Le Cameroun aussi a cette chance d'avoir à sa tête un ministre de la Justice, magistrat chevronné, magistrat hors hiérarchie depuis de longues années, qui sait très bien que la justice camerounaise elle-même, elle est déjà accusée de justice expéditive dans la mesure où depuis un certain temps, notamment dans l'affaire de la lutte contre la corruption, on accuse des gens on accuse la justice d'arrêter les gens, de les envoyer en prison et de chercher les preuves après. Moi, je pense que dans le cas d'espèce, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, n'a fait que donner une réponse qui est en droite ligne avec l'orthodoxie. C'est-à-dire que vous me demandez d'ouvrir des poursuites contre des personnes. Ok, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Mais seulement, donnez-moi les éléments que vous dites être sorti de la Chambre des comptes qui vont me permettre d'ouvrir ces procédures. Je ne veux pas ouvrir des procédures en vrac, comme on me le demande, ou bien comme la presse le demande, ou bien comme certains. Ça a déjà été fait avec des gens qui sont en prison. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Cette fois-ci, le ministre de la Justice a suivi l'orthodoxie en disant que vous me demandez d'ouvrir des procédures contre des gens. Je ne peux pas ouvrir des procédures en vrac sans avoir les éléments qui me permettent de les poursuivre individuellement, parce que dans le cas d'espèce, la responsabilité est individuelle et n'est pas collective. Donc moi, je pense uniquement pour cette affaire? Mais nous sommes en train de parler de cette affaire, justement, et surtout, et principalement de la réponse du ministre de la Justice, qui a rétorqué au ministre d'État, secrétaire général, que, ok pour les poursuites, mais en vraiment des éléments qui vont me permettre... Moi, je ne vois pas pourquoi on va couper les cheveux en quatre à ce sujet. Ce n'est qu'une question d'orthodoxie et de règle. C'est la règle. Vous me demandez de poursuivre, ok, envoyez-moi des éléments, je les poursuis. Moi, je ne vois pas pourquoi on va commencer à spéculer, à dire que tout simplement parce que quelqu'un vous a dénoncé, on doit ouvrir une procédure contre vous. Attendez, nous ne sommes pas à l'époque, nous ne sommes plus à l'époque de l'Inquisition. Donc, je pense que le ministre de la Justice, dans le cas d'espèce, a respecté la règle judiciaire qui fait que pour ouvrir une procédure contre une personne ou des personnes, il faut un certain nombre, il faut à la base des éléments qui permettent la poursuite. Alors, je voudrais dire, ce qu'il faut retenir à la fin dans cette affaire, c'est que nous sommes en pleine diversion. Nous sommes en pleine diversion parce que, comme je le rappelais tout à l'heure, le ministre de la Justice, qui coiffe le procureur,
avait la possibilité de demander des poursuites contre ceux qui sont incriminés. Ça, on l'a compris, des de toute documents. façon. Oui, ça, on l'a compris. Ce n'est même pas de la rumeur. C'est-à-dire que les documents sur les participations des marchés publics, les surfacturations, et ainsi de suite, ont été publiés. Donc, je pense que ceux qui nous écoutent doivent comprendre que ce qui se joue là, c'est une querelle, c'est un conflit entre, il me semble, deux personnalités qui ne s'apprécient pas beaucoup. Ça, je pense, c'est un secret de polichinelle. Et le député Jean-Michel Nindieu, ce matin, c'est lui qui a raison parce que il dit que finalement, cette querelle n'intéresse pas beaucoup les Camerounais. Ce qui intéresse les Camerounais, c'est comment est-ce que les gens ont pu s'enrichir prétendument sous le dos des personnes, des Camerounais qui souffrent de la pandémie. Comment les gens ont pu s'enrichir en pleine crise pandémique où l'économie est asphyxiée, où les finances de l'État, soit dit en passant, sont en difficulté, où les entreprises, pour certaines, ont licencié en vrac, où des personnes sont décédées, où les gens ont perdu leurs proches. Donc comment les gens ont pu trouver qu'il fallait surfacturer les masques, surfacturer les tests, ainsi de suite, pour se faire beaucoup d'argent. Ce sont les réponses à ces questions qui sont fondamentales. Le reste, c'est du bavardage. D'accord. Alors, on va sortir du sujet. Oui, non, je voulais dire à Donald Brice-Kangan que ce qu'il dit va dans le sens peut-être de la satisfaction de tous ceux qui se sont dit que comment peut-on avoir obtenu de l'argent et que les gens l'ont détourné. Mais ce qui est important aujourd'hui, moi je pense que je persiste à dire que le ministre de la Justice agit dans le cadre de la normalité et des normes. Y a-t-il eu détournement ? Certainement. Pourquoi ? Parce que la Chambre des comptes a constaté. Ok, si la Chambre des comptes a constaté, envoyez-moi ces éléments-là. Ce n'est pas, je ne vais pas parce que je veux pas agir parce que les journaux ont dénoncé, un député a dénoncé, la société civile a dénoncé. Envoyez-moi des documents qui me permettent, parce que ce sont des mêmes journaux. Le député a le rôle de contrôler l'action gouvernementale. Il a même le rôle. Dénoncer ce qu'il y a, ce qu'il constate. Et même d'éveiller. Je ne mets pas en doute la dénonciation du député Nindieu. Je suis en train de dire qu'il est question de faits réels. Que s'est-il passé? L'argent a-t-il été détourné? Oui. Par qui? Oui. Comment? Il y a des éléments. On introduit une poursuite. Immédiatement, c'est comme ça. Moi, je ne vois pas pourquoi nous allons rester dans la logique d'une certaine inquisition qui, pour peu qu'on soupçonne, comme le dit Donald Brice, ou quelqu'un dénonce, le procureur de la République doit ouvrir immédiatement. La loi le prévoit, Camille. Mais si la loi le prévoit, c'est une loi qui moi je pense qu'elle est importante. Non, ce n'est pas qu'elle n'est pas importante. Elle est assez expéditive. Elle va nous conduire vers l'inquisition. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi je dis que vous avez volé, le procureur vous saisit. Il enquête pour savoir. Non, mais il enquête pourquoi? C'est son travail. Mais alors, si moi je dis que vous avez volé, où sont les preuves quelles sont les preuves que je peux apporter que vous avez volé? C'est pour cela que je dis, lorsqu'il y a une dénonciation, la loi prévoit que le procureur peut s'en saisir, mener des enquêtes qui permettent de vous incriminer ou de vous disculper. Mais c'est pour cela donc que M. Laurent se demande qu'on lui apporte on lui donne des éléments qui lui permettront de mener des enquêtes et de poursuivre les gens. Alors, le secrétaire général qui lui demande de faire, la justice doit certainement avoir des éléments aussi. Disons. Mais le ministre de la Justice, en lui demandant dans ces éléments, n'est-il pas dans son droit? N'est-il pas dans ses attributions? Oui, vous me demandez de poursuivre. Donnez-moi les éléments qui me permettent de poursuivre. C'est tout. Puisque la Chambre des comptes a estimé qu'il y a eu une malversation. Donnez-moi les éléments de la Chambre des comptes. Ce n'est pas au ministre de la Justice d'aller chercher les éléments. L'honorable Jean-Michel Nindieu dit détenir des documents. À partir de là, au moins, on peut commencer. Flavien, vous avez écouté, j'ai parlé de principe et des procédures. Oui, on va évoluer. Pas la procédure, en disant que c'est la procédure. Ce que le ministre de la Justice demande, ça rentre dans la procédure. Il faut les documents. Sauf que je dis, dans le fond, c'est de la diversion. Pourquoi? Parce que même avant la demande de cet audit, la justice aurait pu se saisir des documents qui sont fournis de façon par tonne, j'allais dire, des milliers de documents qui sont distillés, aurait pu se saisir cette justice-là de ces documents et enquêter pour savoir qui a fait quoi et comment. D'accord. Alors, c'est un sujet que je vous invite à lire dans plusieurs tabloïds ce matin. Mutation en a évoqué, également la Nouvelle Expression aussi. Alors, vous voyez qu'il y a également un autre sujet. On parle de Fumboth dans la Nouvelle Expression, du feu au palais de justice. L'acte de vandalisme a vu partir en fumée les archives de plus de 60 ans dans la matinée d'hier. Et le journal Émergence également n'a pas raté l'occasion de revenir sur cette ambiance d'électeurs. Oui, la journée était très tendue à Fumboth dans le département du Nord hier. Les faits sont rappelés ce matin par les journaux. Il se trouve que il y a un citoyen compatriote qui a été arrêté avec d'autres
dans le cadre d'une opération de lutte contre la commercialisation, la vente, pardon, des médicaments de la rue. Il a été gardé depuis plusieurs jours. Ce compatriote était souffrant et la famille a plaidé depuis lors pour qu'il bénéficie tout au moins d'une liberté provisoire. On revient encore à la justice. Le médecin est même venu plaider auprès du procureur, près le tribunal de première instance de Foumbot dans le Noun, et jusque-là, le procureur n'a pas trouvé bon de lever le pied. Hier donc, cette compatriote a rendu l'âme au sein de la prison secondaire de Foumbot. Cela a courroucé les populations qui ont rué vers cette administration judiciaire, y ont mis le feu. Entre-temps, la circulation a été paralysée également entre Bafoussam et Foumbot dans la région de l'Ouest. Le bilan finalement, c'est 2 morts, puisque une deuxième personne est décédée dans ces échauffourées, 5 blessés. Le gouverneur de l'Ouest a fait une descente sur place avec les autorités locales pour essayer de calmer les populations. Mais le pire était arrivé. Je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur les leçons à tirer de cet incident. Kamine, la presse n'a que révélé ce qu'elle a vu, je veux dire, ce que les reporters ont vu sur le terrain. La presse a révélé ce que les reporters ont vu sur le terrain, mais moi je pense de manière sibylline. Quels sont les faits? Un détenu malade est mort. Ok. Il s'est retrouvé en prison, pourquoi? Parce qu'il a été convaincu de vendre illicite de produits pharmaceutiques frelatés et de faux médicaments. Bien. Tombé malade, on ne sait pas s'il était malade avant d'être en prison ou s'il est tombé malade à l'intérieur de la prison. Il a demandé la liberté provisoire pour aller se faire soigner. Bon, le procureur de la République a estimé qu'il peut se faire soigner dans la prison. Quand son état s'est aggravé, on l'a envoyé à l'hôpital, il est mort. Réaction des populations, on brûle le palais de justice et on demande une foule surexcitée, brûle le palais de justice et demande le départ de ce procureur. Et même, plus grave, on dit que cette même foule se dirigeait déjà vers la prison de Foumbot pour aller la casser et libérer tous les prisonniers. Moi, je pense qu'au-delà de ces faits extrêmement graves, le rôle aussi de la presse, c'est pas seulement de tirer les conséquences, mais d'éclairer les Camerounais, de leur demander que nous ne devons pas laisser développer une sorte de justice populaire qui va permettre à un groupe d'excités de faire ce qu'il veut, tout simplement parce qu'il s'est retrouvé confronté à une situation, quelle qu'elle soit. Mais la presse intervient à quel niveau? Avant ou après? Non, je dis que mais déjà en intervenant aujourd'hui, cela prévient ce qui peut encore arriver demain. Cette population qui s'est dirigée vers le palais de justice, qui a brûlé, vous l'avez dit, des documents, une documentation vieille de 60 ans, qui prive maintenant le Foumbot et ses environs de toute documentation pour la justice et pour les règlements d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont perdu des documents là-bas qui ne pourront plus jamais retrouver. La justice elle-même et l'administration pénitentiaire et tout ce que vous voudrez ne retrouvera plus jamais un certain nombre de choses et même des dossiers qui sont en instance. Vous pensez que cet acte a été responsable au-delà de ce qui s'est passé? Et ces 2 personnes qui sont mortes, elles sont mortes pourquoi? On va dire qu'elles sont mortes parce qu'elles revendiquaient quoi? Elles revendiquaient quoi? Moi je pense qu'il faut pas seulement constater. Il faut condamner et savoir dire que ce genre de comportement n'est pas normal et qu'il faut en finir avec ce genre de comportement. C'est ça que moi je suis en train de dire. Et moi je dis que quand vous voyez une population qui tout simplement parce qu'elle estime que avec le discours de cette propension à l'insurrection qui est de plus en plus cultivée et dans les réseaux sociaux et dans les discussions, ça va pousser les gens à faire ce qu'ils veulent. Vous imaginez des gens qui brûlent tout un palais de justice et qui veulent aller brûler une prison parce qu'un individu est mort. Mais cet individu qui est mort, il est mort comment? Et pourquoi cet individu s'est retrouvé en prison? Et le procureur de la République, qui lui est dans son rôle de pouvoir accorder ou refuser une liberté provisoire, comment est-ce que la foule estime qu'il faut qu'il parle de Foumbot? Moi je pense que c'est un enchaînement de choses qui sont passées. Mais le rôle de la presse, ce n'est pas seulement de dire que oui, il y a le faux à Foumbot, oui, il y a insurrection là-bas, il y a révolte là-bas. Non, il faut prévenir ce genre de choses et amener les populations camerounaises à aller à s'éloigner de ce genre de réaction épidermique qui est toujours criminalisée et criminalisante. On ne serait certainement pas arrivé à ce niveau si on avait accordé le temps de la prise en charge à ce malade, peut-être. Non, personne ne peut encore donner des éléments assez précis sur
et la maladie et la prise en charge. Il faut d'abord nous en tenir au fait que le procureur de la République a-t-il la qualité d'octroyer ou de refuser la mise en liberté provisoire? Ça, c'est d'abord la première question. Est-ce qu'il a cet impérium? Donc moi, je dis que ne restons pas uniquement au niveau de la perception épidermique. D'accord. Est-ce qu'il avait cet impérium? Donald Brice, pour sortir du sujet. Nous sommes là pour éclairer nos téléspectateurs et je me suis informé sur cette affaire. Nous avons eu la chance d'interviewer ce matin sur Radio Equinox le maire de la commune de Foumbot, qui connaît le procureur dont il est question. Et je ne dis pas que ces déclarations sont une parole d'évangile, mais la description qu'il fait de l'administration judiciaire de Foumbot n'est pas très glorieuse. Les soupçons de corruption, le zèle du procureur dont il est question, ainsi de suite. Mais ce n'est pas propre à ce procureur. Ce qui s'est passé à Foumbot nous interpelle sur notre institution judiciaire de façon globale. C'est un grand malade. Comment expliquez-vous que, alors que le code de procédure pénale prévoit que les gardes à vue, c'est 48 heures renouvelables 2 fois, qu'on incarcère des gens pendant 2 mois. Paul Choutard, qui n'était pas un ami, est en prison depuis plus de 2 ans, en violation flagrante des dispositions légales. Ça, c'est révoltant, simplement. Nous avons entendu il y a quelques jours qu'un citoyen compatriote a brûlé le véhicule du ministre de la Justice, on parlait de lui tout à l'heure, à Yaoundé. Écoutez, pour qu'un citoyen arrive à s'attaquer au ministre de la Justice, au ministre par un maire, par un conseiller municipal, au ministre de la Justice, qui est dans l'appareil d'État au Cameroun, l'un des plus influents des ministres, sinon parmi les plus influents. Il faut savoir qu'il atteint un niveau d'exaspération et d'indignation qui est tel qu'il ne peut pas faire autrement. Et ça nous intéresse. Ce sont les actes qui nous interpellent. Je commencerai par condamner ce qui s'est passé à Foumbot hier, cet incendie d'une institution qui est censée être sacrée, un palais de justice, ces actes de violence, ainsi de suite, qui occasionnent des blessés et des dommages matériels importants. Mais ce sont des faits qui nous permettent de nous remettre en question. J'ai souvent entendu le ministre de la Justice lui-même dire que, c'était au sorti du récent Conseil supérieur de la magistrature, dit que l'institution judiciaire est indépendante. Le citoyen qui écoute ça, il ne peut qu'être choqué, il ne peut qu'être révolté. Lorsqu'il sait la façon dont les procédures sont conduites, la façon dont les procureurs se comportent, pour un certain nombre d'entre eux, il y en a qui sont très brillants, il faut également le dire. Mais ça nous permet de questionner ce grand malade qu'est la justice, qui est sous la coupe de l'exécutif. Et ça, si on ne le dit pas, on ne rend pas service à ceux qui sont censés prendre les décisions des réformes qui s'imposent. Et ce qui s'est passé à Foumbot justement nous permet de voir à quel niveau de décrépitude on atteint. Il y a des symboles, je ne sais pas si ceux qui nous gouvernent voient ces symboles, ces signes que l'on envoie, ces signes de détresse des citoyens. Parce que il y a 2 ou 3 ans, le premier procureur de la Cour suprême, lors de la rentrée solennelle traditionnelle, s'était demandé pourquoi est-ce qu'il y a un tel enthousiasme, une telle déferlante de justice populaire. C'est-à-dire que si on a un conflit au quartier, je préfère prendre la machette et régler ça au lieu de saisir le commissariat le plus proche ou le poste de gendarmerie qui est tout à côté. C'est parce que les gens ne croient plus en l'institution judiciaire. C'est parce que les gens savent que c'est l'argent, c'est le pouvoir qui compte. Et lorsqu'ils n'ont pas ce pouvoir, ni cet argent, ils savent que c'est la violence ou les règlements de compte qui peuvent leur permettre de se rendre justice. Alors, le sujet nous permet en tout cas d'arriver à ce niveau-là et en même temps, je posais la question à Camille, si on avait trouvé la solution à cette où on avait répondu favorablement à la demande de celui du malade qui voulait être pris en charge, est-ce qu'on serait arrivé à ce niveau? De toute façon, dans ce cas-ci, on va lire le traitement. Nous avons appris que le médecin qui suivait ce patient, ce détenu, et qui souffrait ce détenu qui souffrait de maladies cardiaques, son médecin est venu de Yaoundé pour rencontrer le procureur et lui expliquer que le patient est en état de détresse, il est important qu'on le laisse aller se soigner. Le procureur s'y serait opposé fermement.
Ok. Alors, c'est en page 2 de la nouvelle expression également dans notre tabloïd. On va dire un mot également sur Vision économique ce matin. Camille Nelé qui parle de la Commission des forêts d'Afrique centrale avec les grandes orientations de Jules Dorindongo, c'est le ministre des Forêts. Et après cette rencontre, on comprend bien qu'il a du pain sur la planche. Oui, c'est Vision économique qui, je l'ai souvent dit, ne donne pas seulement des informations catastrophistes, mais donne vraiment des informations parfois positives, la plupart du temps positives. Alors, en grande une de ce journal ce matin, on a vu, on voit cette grande une parlant de la Commission des forêts d'Afrique centrale avec les grandes orientations du ministre Jules Dorindongo, qui est le président en exercice de cette commission. Alors, Jules Dorindongo, qui a réussi à réunir ses confrères des pays qui constituent la grande forêt tropicale, c'est-à-dire qu'en partant du Tchad, du Congo, du Burundi, dans le sens de pouvoir voir dans quelle mesure ces forêts peuvent être protégées et peuvent être rentables à l'économie de la sous-région. Ça a été une très grande rencontre entre ces ministres-là, et moi je pense que le fait qu'un Camerounais soit justement à la tête de cette commission est quelque chose de très important. D'accord, on attend bien sûr le résultat de ce travail qui va faire. Les forêts camerounaises elles-mêmes, elles sont vandalisées depuis des dizaines d'années. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Ce n'est pas que je parle des forêts. Allez-y en 30 secondes si possible. Non, je voulais dire une seule chose. La criminalité phonique, c'est le principal défi de la Comifac qui est à la croisée des chemins. Et la criminalité phonique a atteint des proportions en Afrique centrale qui est telle que si rien n'est fait, notre biodiversité d'ici 5 ou 10 ans, d'après les prévisions les plus crédibles, disparaîtrait. Et la Comifac, justement, a pour mission de préserver, d'en assurer la survie. Merci, bonne journée, bon retour à vos différentes rédactions. Bonne journée à vous également. Demain, 9h20 sur Equinox. Bonne journée.